Et bien voilà, dans le prolongement de cette plénière d'ouverture, nous avons parlé des enjeux à l'échelle des collectivités territoriales, cette impulsion qui est donnée. Des enjeux politiques compliqués à la tête de l'État. Mais alors, qu'en est-il au niveau européen? C'est ce que nous allons décrypter dans cette table ronde avec nos intervenants. Adina Revol, essayiste et enseignante à Sciences Po Paris à l'Université de Strasbourg. Bienvenue. Yves Bouvier, professeur d'histoire contemporaine et doyen de la faculté des lettres de Rouen. Antoine Pellion, vous êtes directeur général adjoint chargé du développement de l'IDEX, mais vous interviendrez, vous accepterez d'intervenir aussi avec vos précédentes fonctions, avec votre casquette de planification à l'échelle nationale. Ronan Dantec, bienvenue, merci d'être avec nous, sénateur de Loire-Atlantique. Alors, l'énergie en Europe, c'était vraiment le cœur même de la construction européenne. Adina Revol, vous êtes donc docteur en sciences politiques, essayiste et enseignante. D'ailleurs, votre ouvrage, je crois qu'il est disponible. Il y a une petite librairie avec plein d'ouvrages très intéressants. Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen. Et je sais que vous avez vécu ça même de l'intérieur, puisque vous avez été particulièrement impacté. Une certaine année, si vous voulez y revenir à un moment donné du débat, en tout cas, c'est possible, mais c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez également travaillé pendant 7 ans à la Direction générale de l'énergie de la Commission, au cœur du processus de construction de l'Union de l'énergie. Et c'est aussi cette expérience qui nous intéresse particulièrement. Vous avez suivi donc sa création, son évolution dans un contexte de crise successive, le Covid, le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et donc, moi j'ai envie de savoir, 10 ans après son lancement, on en est où de cette construction? Quel est votre regard aujourd'hui? Oui, bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Alors oui, vous avez mentionné mon expérience personnelle, oui, parce que je suis née en Roumanie et j'étudie en France, je vis en France, je suis également française depuis 1998, mais il se trouve que lorsqu'il y a eu la deuxième crise gazière russo-ukrainienne en 2009, j'étais chez mes parents en Transylvanie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Roumanie, aujourd'hui d'ailleurs, est devenue le premier producteur de gaz de l'Union européenne. Il y a du stockage de gaz même en Transylvanie. Mais le gaz était coupé. Et donc, en fait, la Roumanie était tellement dépendante des importations de gaz russe en hiver, productrice en été, même exportatrice, mais en hiver dépendante, parce qu'il fait très froid, dépendante donc des importations de gaz russe à travers la seule route ukrainienne. Et il n'y avait pas à l'époque de connexion ni avec la Bulgarie ni avec la Hongrie. Et donc, on était coupés. Donc, il faisait froid. On avait presque plus de gaz. Et donc, c'est là que j'ai découvert en fait la question de la géopolitique de l'énergie. La dépendance, tout à fait. Et le lien très concret avec nos vies concrètes. Et c'est là aussi que j'étais étudiante. Donc, c'est là que ça m'a toujours intéressée. Mais là, je me suis dit, j'ai envie de m'impliquer de manière très concrète. Et l'Europe m'a toujours intéressée parce que, petite enfant, j'ai connu le totalitarisme communiste en Roumanie. Donc, pour moi, l'Europe, c'est la solution. Donc, c'est là que je me suis décidée justement à rejoindre la Commission européenne. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance de travailler pendant 7 ans à la Direction générale de l'énergie à Bruxelles, et justement en 2014 j'y étais et c'était assez intéressant parce que pour vous remettre en contexte, donc je parle de 2009, il y a eu 18 États qui ont profondément souffert. La France non, parce qu'il y a un mix gazier diversifié, parce qu'il y a l'électricité, donc la France n'a pas souffert, il y avait des stockages, mais il y a la Slovaquie, j'ai mentionné la Roumanie, la Bulgarie qui ont beaucoup souffert. Et donc en 2014 on n'était pas quand même beaucoup avancé, parce qu'en fait l'Europe a commencé avec l'énergie, je pense qu'on va en parler plus tard, mais il n'y avait pas de vraies compétences européennes ni de budget européen. On a commencé à avoir un budget européen justement en 2014. Et ce qui s'est passé, c'est que Poutine envahit la Crimée, annexe la Crimée, et en fait Donald Tusk, qui était Premier ministre de la Pologne à l'époque, il est toujours aujourd'hui, lance un appel dans le Financial Times pour une union de l'énergie. Il dit, on a bien par exemple des achats groupés
groupé pour l'uranium, pourquoi on ne ferait pas pour le gaz? Et donc lancer cette idée de l'union de l'énergie. Donc c'est le point de départ de l'union de l'énergie. Et à l'époque, l'idée de l'union était très présente dans le discours politique. On avait l'union de la sécurité, l'union de marché financier. Enfin, on avait ce discours sur l'union comme la dimension la plus achevée de l'intégration. Et donc, on a lancé cette idée de l'union de l'énergie, mais il faut voir que ça n'a pas été lancé sur l'idée de Tusk. Ça a été parce qu'on ne voulait pas créer d'achats groupés. Ce n'était pas mûr. C'était une idée qui était dans le débat public depuis les années 70, mais les États n'étaient pas mûrs pour le faire. Donc, on a lancé une structure qui s'appelle l'Union de l'énergie, qui est une structure institutionnelle, qui est importante, et dont le cœur, c'était la finalisation du marché européen de l'énergie. Alors, ça peut paraître très technique, mais le marché, ce qui nous a permis de tenir en 2022. Je vais vous expliquer après. Alors justement, c'est ça, c'est vraiment en 2022 où c'est oui. arrivé jusqu'à nous, si je puis dire. Exactement, mais on a lancé cette structure institutionnelle, en fait, c'est-à-dire qu'on a lancé la volonté d'avoir une approche intégrée du climat et de l'énergie. Ça, c'est très important. En 2014, parce qu'en 2014, l'Union de l'énergie, c'était ça, c'était finaliser le marché intérieur de l'énergie pour une approche intégrée du climat et de l'énergie. Mais on n'a pas traité le problème de base de cette union de l'énergie, c'est que on n'avait pas de perception commune, notamment du facteur russe. Et il y a un point capital, c'est que depuis 2014, on n'a pas, donc jusqu'en 2022, on n'a pas baissé nos importations de gaz russe, on les a même légèrement augmentées. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé des tests de sécurité pour voir que notre système tient, et là où il tient pas, pour cibler avec des investissements européens, justement parce qu'à partir de 2014, on a eu un budget européen pour ça, pour cibler les investissements stratégiques. Ce qui nous a ça permis... ça a servi à quelque chose. En 2022, on était un peu plus préparés. En 2022, contrairement à 2009, on a été préparés. C'est-à-dire que Vladimir Poutine pensait, en coupant le gaz, qu'il allait, encore une fois, nous faire le coup de 2009. Sauf que non, ça n'a pas été possible, puisqu'il a commencé comme en 2009 avec les plus faibles, donc la Bulgarie. Mais la Bulgarie, cette fois-ci, elle était connectée au système européen, même très bien connectée. Donc, du coup, il n'y a pas eu le même impact. Et la solidarité européenne, qui est un principe de base de la construction européenne, a pu être claire et mise en œuvre. Et donc, c'est ça, je dirais, le grand, je dirais, le plus grand résultat de l'Union de l'énergie, c'est que en 2022, l'Europe a tenu. On n'a pas eu de crise de sécurité. On a eu une crise de prix, mais pas une crise de sécurité. Et ça, c'est essentiel parce que vous ne savez même pas que même le contrat avec Engie a été arrêté le 1er septembre 2022. Non, c'était pareil pour les autres États européens. C'est-à-dire que la Russie a coupé le gaz, mais on a eu du gaz pendant l'hiver 2022-2023. Après, la question du facteur russe n'a pas été traitée jusqu'au justement sommet de Versailles le 10 et 11 mars 2022, quand très rapidement après l'invasion de l'Ukraine, Emmanuel Macron lance, qui détenait la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, organise un sommet à Versailles autour de l'autonomie stratégique européenne. Et là, il y a deux décisions politiques qui sont très importantes. Donc, autonomie stratégique en matière d'énergie et en matière d'industrie de défense. Donc, on y est aujourd'hui. Et donc, il y a une feuille de route qui est lancée. La fin des importations de gaz russe. Exactement, 2027. pour sortir au plus tard en 2027. Donc, aujourd'hui, on a encore environ 19% des importations de gaz russe en Europe. Et la Commission vient de proposer un outil juridique, ce qui est assez révolutionnaire, pour sortir de cette dépendance au plus tard en 2027. Et vous y croyez, même avec voilà, l'arrivée aussi des extrêmes au gouvernement, enfin, en Europe, est-ce que ça va être tenable? Est-ce que pour vous, c'est une feuille de route qui ne sera pas remise en cause? Pour moi, ce ne sera pas remis en cause puisque, en fait, on a vu qu'on pouvait tenir sans le gaz russe en réalité. Et surtout, on est engagé, on l'a bien montré, on est engagé sur un chemin de transition énergétique. Et finalement, on voit bien, ça a été dit aussi lors de la plénière d'ouverture, en fait, l'énergie est plus que jamais au cœur de notre liberté, je dirais, puisque si on continue à importer massivement des énergies carbonées, bah, on est au merci de la Russie, de l'Iran, de l'Azerbaïdjan. Donc, il faut prendre en main son destin énergétique et on le fait avec des énergies européennes. Et là, se pose la question de l'industrie européenne puisque la politique énergétique va
de pair avec une politique industrielle énergétique européenne. Merci beaucoup. Antoine Pellion, alors vous êtes aujourd'hui, je l'ai dit, directeur général adjoint du groupe IDEX, après avoir été secrétaire général à la planification écologique de 2022 à mars 2025. Donc vous étiez vraiment au cœur de tous ces sujets-là au plus haut sommet de l'État. Quel est votre regard sur cette période, sur ces enjeux de gouvernance européenne et comment ça infuse en France ? Bien, bonjour à toutes et à tous et ravi d'être avec vous aujourd'hui à Strasbourg et dans cette assemblée du coup très engagée. Peut-être deux mots d'où je parle, effectivement, vous l'avez dit rapidement, à la fois de mon ancienne casquette de secrétaire général à la planification écologique, et j'insiste sur le fait, ça a été dit un peu dans la table ronde précédente, que l'énergie et le climat sont des angles importants, mais ce ne sont pas les seuls de cette transition écologique. Je pense bien sûr aux enjeux de biodiversité, je pense bien sûr à l'économie circulaire, à l'eau, à l'adaptation au changement climatique, et aussi à ce qui est très structurant, c'est-à-dire que ces politiques de transition, c'est aussi des politiques économiques, c'est aussi des enjeux d'emploi, c'est aussi des enjeux de santé, et donc tout ça fait masse, fait sens, fait système, et je pense que c'est très important aussi dans nos échanges aujourd'hui de garder ça en tête. Et puis je parle aussi de ma casquette d'IDEX. Donc IDEX, en deux mots, c'est un acteur industriel présent sur tout le territoire, une centaine d'agences de proximité, on fait des réseaux de chaleur, on décarbone l'industrie, on décarbone les bâtiments, donc c'est l'application pratique et concrète sur le terrain, dans tous vos territoires, du coup, de cette transition énergétique. Alors, si maintenant, effectivement, je reviens sur les sujets de gouvernance européenne, je pense que c'est intéressant de repartir de l'Europe qui a été conçue aussi à la base parce qu'on avait une ressource commune à partager qui était le charbon au tout début, donc à la fois le charbon et puis l'acier, et de voir que finalement ce qui nous unit aujourd'hui de façon extrêmement forte, et ça a été beaucoup dit dans les tables rondes précédentes, c'est l'absence du coup de ressources fossiles du territoire européen, mais aussi de ressources minérales, et donc de ce fait notre extrême vulnérabilité à tout cela. Donc le chiffre a été donné par Sylvain Waserman sur quasiment 2/3 de notre consommation énergétique en France, qui est une consommation d'énergie fossile. Cet ordre de grandeur au niveau européen, il est aussi très fort aussi. Ce qui a moins été dit tout à l'heure aussi, c'est à quel point c'est un enjeu économique aussi extrêmement structurant. Rien que pour la France, la facture d'énergie fossile, c'était 70 milliards d'euros quand tout se passe bien, c'est-à-dire que les prix sont relativement bas. Ça monte à 130 milliards d'euros chaque année, du coup, au moment de la crise, quand les prix s'envolent. 130 milliards d'euros, c'est ce qu'on donne, du coup, à l'ensemble des pétromonarchies des États-Unis, de la Russie aussi pour partie, pour pouvoir financer et dont on se prive pour investir sur nos territoires. Le plan de transition énergétique, qui est le plan européen, qui est décliné à la maille française, ça veut dire réduire d'un tiers quasiment entre 2019 et 2030 cette consommation d'énergie fossile. La règle de calcul rapide, ça veut dire qu'entre chaque année, on peut économiser, au sens de la balance commerciale qui s'améliore, de 20 à 40 milliards d'euros. C'est considérable quand on regarde par exemple un plan de relance. Un plan de relance, c'était 100 milliards en 2 ans. Si c'est 40 milliards par an, on n'est pas si loin que ça de gagner un plan de relance chaque année, du coup en termes d'économie et en termes de bénéfices pour l'économie. Ça diminue, mais vraiment pas assez vite. Alors, on est sur une trajectoire de diminution, quand même. Et ça, du coup, c'est très... Et derrière, donc, au-delà de l'enjeu environnemental, cet enjeu économique, il est très fort. Avec IDEX, quand la semaine dernière, on inaugure sur le port de Brest une unité de valorisation de CSR pour l'entreprise Guyot Environnement, qui, du coup, ensuite vend sa chaleur à l'entreprise d'à côté, Kebinge, qui fait, du coup, des tourteaux de tournesol, etc. Ça fait un bouclier tarifaire qui protège du coup des pics de l'énergie et qui du coup maintient l'activité locale basée sur des ressources locales. C'est vrai pour les réseaux de chaleur aussi, sur base de géothermie, etc. Donc ça, c'est très structurant. Alors, là où je voudrais insister, c'est qu'on a beaucoup parlé de production d'énergie. Donc vous avez parlé du gaz. La table ronde précédente, on a parlé de cette mesure du coup insensée de moratoire sur les énergies renouvelables. Ce qui est très structurant, moi je voudrais insister sur un autre aspect, et qui est très européen aussi, c'est qu'en fait, tout l'enjeu majeur pour tirer cette transition aujourd'hui, c'est la façon dont on fait basculer nos usages de l'énergie. Donc c'est nos politiques sectorielles, de transport, d'aménagement, d'industrialisation, d'agriculture, et qui font que concrètement, parce que je ne décrète pas que je change d'énergie comme ça, c'est pas parce que je vais produire plus d'énergie renouvelable que je vais être capable de la consommer. D'ailleurs, c'est une des raisons de la démagogie d'aujourd'hui là sur les questions de l'électricité. C'est l'exportation des 90. Oui. Et or, du coup, les gouvernances européennes, les politiques européennes, elles sont très structurantes sur tous ces sujets d'usage de l'énergie.
en matière de véhicules, le sujet de la voiture électrique, le règlement européen, en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, en matière aussi de décarbonation de l'industrie, je pense à l'ETS, je pense au CBAM, pour tout ça. Et donc, c'est des outils qui sont extrêmement structurants. Et donc là, on voit que... Mais on voit que c'est des choses qui sont très décentralisées et très de terrain. Et donc là où l'Europe s'était construite sur la gestion de grands réseaux, quelque chose de production qui était relativement centralisé et assez proche finalement de l'essence européenne, qui est du coup quand même assez centrale, ben là on doit se transformer et du coup dans les politiques, et donc la gouvernance doit aller avec beaucoup plus de subsidiarité et donc un enjeu aussi de désilotage. Tout est très siloté aujourd'hui par thème, ce qui a conduit à des réglementations probablement surcontraintes sur chacun des sujets. Et on voit bien que quand on est sur le terrain, quand on est dans la métropole de Strasbourg aujourd'hui, ben en fait, recevoir plein de silos en même temps et essayer de se battre pour que ça soit cohérent, c'est un combat qui peut démobiliser parfois les plus les plus engagés. Et donc ce sujet de mise en cohérence, ce sujet de subsidiarité, et donc quelque part d'avoir une planification écologique intégrée à la maille locale, je pense que c'est totalement essentiel pour pouvoir remettre les choses dans le bon sens et redémarrer. Il y a effectivement cette dimension locale et on avait aussi évoqué tous ces pays qui sont aussi tout à fait interconnectés. Il y aura alors les interconnexions bien sûr des réseaux électriques, mais aussi des réseaux de chaleur entre transfrontaliers. Donc c'est vraiment aussi la solidarité entre les pays qui fait vraiment sens dans cette gouvernance. Alors, cette solidarité, elle est essentielle. Je pense que si je reviens sur le sujet de la production et de la solidarité, ce qu'on a vécu au moment de la crise ukrainienne et donc la crise gazière, le fait que en quelques mois on renverse totalement les flux de gaz et donc du coup quelque part la France qui était, si je prends le cas de la France, qui était en bout de chaîne des tuyaux russes, qui devient du coup la porte d'entrée du gaz dans l'Europe, qui va irriguer l'ensemble de l'Europe avec quelques autres pays de la façade atlantique. Ça montre toute l'ampleur de la solidarité. Quand on voit aussi en réciprocité quelque part que au même moment le parc nucléaire se casse les figures français et donc parce que corrosion sous contrainte, fermeture des réacteurs et donc de ce fait on évite du coup le blackout parce qu'il y a de l'importation massive d'électricité des autres pays européens. On voit ce mécanisme de solidarité à l'œuvre et qui est essentiel et qui était très, très structurant. Il y a un bel effort de sobriété. Et bien sûr, la sobriété, bien sûr, non, mais ça a été extrêmement déterminant. Et d'ailleurs, cette sobriété, elle est maintenant structurelle, j'allais dire, c'est-à-dire l'effort de sobriété qu'on a observé, qui s'est déclenché du fait de la crise. Une bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à le pérenniser. Après, dans tout ce qu'on se dit sur la transition, on voit bien que il faut le sens de l'histoire, c'est aussi de la production plus locale, sur la base de ressources locales. Je pense à la géothermie, je pense à la biomasse, qu'il faut utiliser avec parcimonie, on pourrait y revenir. Je pense aussi au sujet de l'économie circulaire, et donc, quelque part, le fait des déchets ultimes, de les valoriser énergétiquement, ça a du sens aussi au niveau local, ça permet d'équilibrer les choses. Je pense aussi au processus d'électrification. Tout ça conduit à utiliser l'énergie locale, et un des enjeux européens assez forts, c'est du coup de parler de tout ce que sont les intrants. Je pense par exemple à la ressource en eau, je pense à la ressource en biomasse, à nos forêts, à nos terres agricoles. Et donc là où on avait une vision de l'énergie qui était très centrée sur la molécule de gaz et l'électron, en réalité, les conditions de développement de ce nouveau système énergétique, ça va être demain les sujets d'accès aux ressources naturelles. Et ça se gère aussi au niveau européen. La situation de la forêt française, le chiffre, je le cite souvent, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais en 10 ans, alors même que la forêt s'étend en surface, la croissance de la forêt a été divisée par 2. Le puits, oui, son et donc le puits, il est passé de 60 millions de tonnes à 30 millions de tonnes, et on est à nouveau encore sur une trajectoire de division par 2 aujourd'hui. Et donc cette réalité du stress, et ça c'est la conséquence du changement climatique, le stress hydrique, la mortalité et les maladies. Et ça c'est vrai en France, c'est vrai. On discutait avec des Finlandais, les Finlandais qui sont assis sur une ressource de bois, et ben aujourd'hui ils ralentissent l'utilisation de la biomasse énergétique pour passer à l'électrification. C'est vrai dans plein d'autres géographies aussi. Et ça, je pense que c'est aussi le rôle de l'Europe d'avoir cette vision intégrée de l'ensemble de nos ressources naturelles. Ça, je pense que c'est un point très important. Et puis, dernier point aussi, c'est parce que ça a été évoqué de ci, de là, notamment dans la précédente table ronde, c'est l'enjeu majeur des financements. Parce que cette transition-là, il faut la financer. Et là, l'Europe, du coup, a un rôle extrêmement fort. Pareil, je vous donne un dernier chiffre et je m'arrête après. Dans les travaux de la planification écologique, on avait vu qu'il y a à peu près sur l'ensemble des baisses d'émissions, il n'y en a qu'un quart qui est adossé
sur des leviers qui sont aujourd'hui économiquement rentables et sur lesquels les acteurs ont les capacités techniques et économiques de le faire. Pour tout le reste, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre forcément des subventions massives partout, mais il en faut un peu. Il faut des dispositifs d'accompagnement. Et donc, du coup, l'Union européenne, dans son équilibre global, n'a pas encore répondu correctement à ce point-là. Et je pense que ça va passer. Franck Leroy l'a dit, Patrice Vergrit l'a dit juste avant. Patrice Vergrit a été très fort en disant « Je ne crois pas à la pluriannualité de l'État, il faut du coup bâtir les nouveaux États ». Et oui, voilà, ça fait partie des assises, c'est le charme des assises. Et donc là, il y a une alliance, je pense, du coup, public-privé importante. Je termine avec ça. IDEX fait par exemple des offres de financement déconsolidant, de tiers financement quelque part. Et ça fait partie du panel des outils qui sont très structurants pour pouvoir y arriver demain. Et ce sont les règles européennes, notamment en matière de déconsolidation, qui jouent un rôle extrêmement fort aujourd'hui. Merci beaucoup. Ronan Dantec, donc vous êtes sénateur, je l'ai dit, de Loire-Atlantique. Vous êtes aussi porte-parole climat du Conseil des communes et régions d'Europe, président fondateur de l'initiative Climate Chance. Et donc, voilà, vous êtes extrêmement engagé sur tous ces sujets. Quel est votre regard sur cette articulation entre gouvernance européenne, impulsion des collectivités dans la transition énergétique? Eh bien, bonjour. Merci pour l'invitation. Ça faisait quelques années, je salue Jean-Patrick, un vieux complice, que je n'étais pas intervenu dans une des plénières des assises. Et pour répondre à votre question, de manière un peu grossière, c'est un peu le bordel quand même, non? On peut le dire comme ça, en résumé? Oui, je crois qu'on est quand même dans une situation... Mais il ne faut pas désespérer, c'est ce qu'on s'est dit dans la première table ronde. Gardons le cap quand même. Oui, voilà. Malheureusement, le train est un peu en retard, donc je n'ai pas pu assister à la première table ronde. Mais votre titre, c'est « Faut-il révolutionner la gouvernance européenne ?» Et la vraie question, c'est où en est la gouvernance européenne? C'est-à-dire qu'on est dans un système extrêmement fragmenté et qu'alors, si on veut être optimiste, on peut se dire, c'était la première intervention, que on y arrive toujours, hein, mais on arrive à toujours à brancher les câbles entre eux, de trouver un tuyau, même s'il y en a un qui a explosé, et que les Européens ne sont pas sans énergie, et que donc finalement ça marche à peu de choses près. Ça, c'est la vision un peu optimiste. Si la promesse, elle est quand même de sortir l'Europe de sa dépendance aux fossiles, de tenir les engagements climat, de se préparer à l'adaptation qui va aussi profondément modifier dans les 20 prochaines années la consommation énergétique et de faire tout ça à un prix raisonnable. On n'est pas sur le bon rythme. On n'est pas tout à fait sur le bon rythme, on est un peu sur la crête. C'est-à-dire, on ne sait pas si on va... Moi, je pense que, et j'ai vraiment pas la réponse à la totalité de la question, de savoir si on est sur la crête et qu'on va descendre en sens d'avoir une fragilisation du système énergétique européen qui fait qu'il va être de plus en plus cher, donc qu'on va être de moins en moins concurrentiel et qu'on voit bien la désindustrialisation qui est derrière, ou est-ce qu'à l'inverse, à un moment, même si ça bricole, on va effectivement avoir une planification européenne suffisamment solide, y compris avec des outils dont Antoine a parlé, comme l'ETS. Enfin, il y a quand même des outils de régulation qui existent, qui font qu'à un moment, on va trouver l'équilibre. Une fois que j'ai dit ça, en fait, j'ai un peu parlé pour rien dire, j'en suis assez conscient, mais il y a quand même énormément de signaux d'alerte à ce stade. Alors, la France, c'est un signal d'alerte à elle toute seule, quoi. Faut quand même se dire que le Parlement français n'est strictement plus capable de participer au pilotage du système énergétique français. Il est plus capable pourquoi? Pour des raisons de quoi? D'organisation, de compétences? Parce que les fractures politiques qui s'exacerbent font qu'on n'est plus capable de le faire. Alors, je ne dis pas que dans les hautes sphères de l'État, qui ont souvent piloté seul et avec quelques acteurs économiques le système énergétique, ça soit vu comme un désastre. Mais alors là, quand même, le Parlement, enfin c'est l'Assemblée nationale, moi je suis sénateur, donc je peux prendre un peu de recul, voilà, on a quand même passé un cap. Hein. C'est-à-dire que pour que la majorité elle-même soit obligée d'autodissoudre la loi qu'elle avait portée, c'est qu'on est quand même dans un système qui s'est fortement dégradé. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
le gouvernement et Antoine étaient extrêmement fiers de leur chiffre de réduction d'émissions de gaz à effet de serre l'année dernière. C'est nettement moins bon cette année, passé de 5 à 1. Mais il est plus là, Antoine. Alors c'est probablement parce qu'il est parti. Le résultat a été immédiat. On a perdu 4 points de baisse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, quasiment immédiatement. C'est presque un cadeau de départ, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à revenir. Donc, on a quand même une baisse très forte. On a plein de trucs. Hein. On a l'effondrement de l'industrie des pompes à chaleur françaises. Alors, il se trouve que Saunier Duval, c'est à 500 mètres de chez moi à Nantes, ce qui veut dire qu'on est totalement inorganisé dans l'accompagnement. C'est en lien avec quoi? Avec les aides, les subventions, les va-et-vient? On pourrait dire qu'on planifie mal, mais au niveau européen, quand même. C'est-à-dire, on ne tient pas les objectifs sur le véhicule électrique, ce qui donne derrière, de manière assez logique, une montée en puissance contre les ZFE. Ça, c'est aussi l'actualité parlementaire de ces derniers temps. Et on a un système français qui reste plutôt en opposition fondamentalement au système européen. C'est-à-dire, en fait, on est quand même, et les assises pour ça, c'est un moment privilégié, avec plusieurs grands leaders énergétiques mondiaux qui sont en France, historiquement, la bande des trois, EDF, Engie, Total. Là, on a un leader du nucléaire, on a un leader du renouvelable et un leader du fossile. Et autour, on a quand même aussi de très très gros acteurs européens qui sont plutôt eux sur le renouvelable. Et que toutes ces pièces-là, en fait, ne sont pas faites pour s'emboîter. Et que donc, la question qui est vraiment votre question, c'est est-ce qu'à un moment, l'Union européenne, la Commission siffle la fin de la partie et planifie un peu tout ça? Ou est-ce que, ce qui me semble être quand même la situation actuelle, tout le monde se bat contre tout le monde et malheur aux perdants? Dans un esprit de préserver la compétitivité européenne par rapport à une agressivité commerciale. Une des questions fondamentales qui est sur la table, qui est que le système concurrentiel doit être amené à faire que le prix de l'énergie est maîtrisé et pas trop élevé, mais que si les uns et les autres sont dans une compétition en proposant des systèmes assez antagonistes les uns avec les autres, ça fait flamber à la fin le coût, puisque tout ça n'est pas rationnel. Et y compris, c'est ce qu'on a aujourd'hui, là, RTE a décidé, et la Creux, je ne sais plus qui a pris le lead des deux, de débrancher les grands parcs offshore quand on est en prix négatif, ce qui est assez rationnel, mais on n'aurait jamais dû arriver à une situation de prix négatif. Ça veut dire que les systèmes de stockage sont très en retard et que tout ça ne marche pas. Moi, je suis plus au stade vraiment de l'interrogation, mais de l'interrogation sans tabou. C'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre sur la table la totalité de tout ce qui ne marche pas, y compris d'ailleurs un monde du climat que je trouve très en retard sur la réalité de la situation. Ils ont droit à une balle, mais c'est à cause de hier, parce qu'hier, il y avait les 10 ans de l'accord de Paris, et qu'on avait tous les acteurs du climat qui racontaient une histoire comme si on n'était pas en guerre, comme si on était resté 10 ans en arrière. Donc c'est quand même aussi problématique. Donc, moi, je pense qu'on n'arrive pas, pour ne pas être plus long, on n'arrive pas à hiérarchiser. Aujourd'hui, la hiérarchisation, c'est effectivement la sortie du fossile dans une époque de guerre. Donc, on met tout l'argent qu'il faut. Et quand on dit économie de guerre, ce n'est pas uniquement le pourcentage de PIB qu'on met sur l'OTAN, mais c'est aussi être capable de s'endetter en économie de guerre pour aller à marche forcée sur la transition du système énergétique. Et ça, on est incapable de le faire avec un discours d'orthodoxie financière qui ne correspond pas à l'époque. Donc, il faut absolument qu'on accélère là-dessus. Il faut qu'on trouve un accord entre le renouvelable européen et le nucléaire français, dont on sait très bien qu'il ne s'articule pas bien au reste du système européen, mais qu'à un moment, il va falloir quand même trouver un compromis et qu'on ne l'a pas pour l'instant, qu'effectivement l'Union européenne doit jouer son rôle à ce niveau-là, mais qu'on est dans un cadre politique, y compris au Parlement européen comme au Parlement français,
où les signes qui sont donnés ne sont pas d'aller vers la planification et le compromis. Donc, une fois que j'ai donné que ces 3 points-là, et je n'ai pas parlé des territoires, mais ça pourrait être, ça sera une question à part. On y reviendra. Après. Et je n'ai pas parlé d'adaptation, mais si on liste au moins ces 4 points-là, eh ben on se dit, on n'y est pas et on joue avec le feu. Peut-être qu'on va, comme d'habitude, trouver la solution face au précipice, mais il y a un vrai risque quand même de décrochage et qu'on ne tienne pas les objectifs. Avant de passer juste la parole à Yves Bouvier, si vous me permettez, il y a Dina Revol qui souhaitait rebondir, c'est ça, Dina Revol, vous souhaitiez juste dire un mot? Oui, bah, je trouve que vous mettez le doigt sur les défis effectivement qui sont devant nous. Alors j'ai une nature très optimiste parce que moi, je crois vraiment que l'Europe se construit devant les situations de crise et on l'a vu, on l'a vu dans diverses crises avec lesquelles l'Union européenne a été confrontée dernièrement. Vous avez raison, nous avons réussi à tenir, nous avons rafistolé en 2022, mais on a en fait le plan de sortie de crise, je ne me suis pas attardée, s'appelle Repower EU, donc en fait redonner de la puissance à l'Union européenne. Et en fait, c'est une accélération qui est programmée en fait de ce qu'on appelle le pacte vert européen, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050. Et donc, ce plan REPowerEU s'articule sur plusieurs, il y a 3 domaines, en fait, la diversification gazière, mais on sait que le gaz, en fait, ça va jouer un rôle de transition. Après, des économies d'énergie. Donc là, on a parlé beaucoup des renouvelables ce matin, mais les économies d'énergie, c'est quelque chose d'essentiel et on sait que dans les bâtiments, il y a 40% d'économies à faire. Donc là, typiquement, une action très importante à faire qui a été en partie financée par le plan de relance européen et qu'il faut continuer, ainsi que les bâtiments intelligents. Donc, mener ensemble la transition numérique et la transition énergétique. Et 3e point, le renouvelable. Et vous avez tout à fait, j'ai retenu une phrase, c'est que la France n'a pas réussi d'une certaine façon à s'intégrer ou à aimer ce projet européen et ce marché européen. Et vous avez tout à fait raison. Et j'entends, vous savez, moi je me situe un peu beaucoup dans l'espace européen. Et cette dichotomie qui est très française entre renouvelable et nucléaire, c'est vraiment quelque chose de très français et qui, je dirais même, dessert la France et l'industrie française. Parce que... Alors, ouais. Alors justement, on va peut-être avoir le regard de l'historien sur ce point-là, parce qu'il y a une Voilà. explication historique. Exactement, parce que, non, juste dernier point, c'est qu'aujourd'hui, il y a une programmation qui va avec ce plan REPowerEU et avec le pacte vert. C'est une programmation pluriannuelle dont on parlera plus tard peut-être, et qui est gérée au niveau européen, mais en gardant les spécificités locales, parce qu'il y a une question d'acceptabilité. Vous savez, il faut prendre en compte les diversités européennes. Donc, il y a une gouvernance européenne, justement avec des objectifs en 2030, et là, on est en train de travailler sur les objectifs 2040. Donc ça, c'est quelque chose de structurel. Mais après, effectivement, il y a les défis, vous en avez parlé, il y a le dernier défi du financement, et là, il y a le financement public, mais il y a également le financement privé, sur lequel des chantiers sont en cours aujourd'hui dans l'Union européenne, notamment la fameuse union des marchés des capitaux, parce qu'aujourd'hui, l'épargne européenne va pour 20% pour acheter la dette américaine et on n'a pas de cette fluidité de marché des capitaux dans l'Union européenne qu'on pourrait justement investir dans la transition verte. Merci Adina Revol pour voilà, cette clarification. Yves Bouvier, vous êtes doyen de la faculté des lettres à l'université de Rouen, historien spécialisé dans l'histoire de l'énergie. Vous êtes ancien enseignant à la Sorbonne et à l'université de Chambéry et vos recherches porte sur l'histoire des politiques énergétiques et des entreprises du secteur en Europe au XXe siècle. Et vous êtes co-directeur de l'ouvrage L'Europe en transition, que l'on trouve peut-être également à la librairie à la sortie. Voilà. Et alors, il y a 2 points quand même qui émergent là déjà dans notre regard. C'est à la fois, effectivement, on a l'impression, la sensation que l'Europe se construit à coup de crise, notamment sur ce sujet de l'énergie. Et ça, historiquement, vous allez nous en reparler, nous en dire 2 mots. Et puis, on a aussi cette sensation que la France, avec son mix décarboné, nucléaire, à une grande majorité nucléaire et difficilement voilà, dans les énergies renouvelables, là aussi, est à part dans l'Europe de l'énergie. Alors, quel est votre regard d'historien sur ce sujet ? Merci, bonjour à toutes et à tous.
effectivement, quand on interroge un petit peu les dimensions énergétiques, on interroge forcément l'Europe, parce qu'il y a quand même quelque chose, une relation forte, constitutive même, au fait, du projet européen associé à l'énergie. Ça a été évoqué tout à l'heure par rapport au charbon, et nous avons toutes et tous appris dans nos livres d'histoire, voilà, le discours de l'horloge, 9 mai 1950, les projets de communauté européenne, charbon, acier, etc. Et en effet, les partisans d'un projet européen ont mis en avant l'énergie au moins sous deux angles. L'impératif, tout d'abord du charbon, parce que c'était l'énergie dominante à l'échelle européenne. Et donc, si on voulait... Et on en avait sur le territoire européen. On en avait beaucoup sur le territoire européen. On était 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 5 ans et un jour, c'était très symbolique. Et si on voulait faire quelque chose pour la paix en Europe, il fallait d'abord le faire sur ce qui était dominant, c'est-à-dire sur le charbon, avec cette institution un peu particulière supranationale qu'était la CECA. Et puis, dans les mois qui ont suivi, et notamment Louis Armand, avec un rapport à l'OECE, enfin, qui est l'OCDE, et puis ensuite, tout cela a été justifié par la crise de Suez 56, la fermeture du canal de Suez, nationalisation du canal de Suez, etc. C'était l'Europe comme projet d'avenir. Et là, c'était autour du nucléaire avec le second traité de Rome, c'est-à-dire le traité de l'Euratom en 1957. Et avec cette idée que l'Europe devait être concrète, d'abord sur la gestion du marché du charbon, notamment pour les industriels, puis sur un projet collectif, commun, autour d'une énergie d'avenir qui pouvait être le nucléaire. Et en réalité, ça va assez loin dans l'Europe, c'est-à-dire que dans les années qui suivent, 1967, il y a la création de la DG17, qui est la DG Énergie au sein de la Commission européenne, avec Fernand Spaak. En 68, 69, il y a des textes très intéressants qui sont publiés et qui rejoignent tout à fait ce qui a été dit sur l'union de l'énergie, des investissements communautaires communs, des projets de création de centrales nucléaires européennes communes pour assurer de l'énergie aux Européens et diminuer une dépendance pétrolière structurelle. Le choc pétrolier arrive. Le choc pétrolier arrive, crise. Voilà, les chocs pétroliers, crise. Ce que je veux dire, en fait, c'est que l'Europe, évidemment, s'est construite autour de l'énergie, mais que, contrairement à ce qu'a évoqué Adina Revol, dans ces années 1970, les tentatives de politique énergétique commune reposaient sur le plus petit dénominateur commun. Et dans le domaine de l'énergie, ça consiste à rester chez soi, quoi, à peu près. Il n'y avait pas de compétences européennes. Il n'y avait pas vraiment de compétences européennes. Les chocs pétroliers arrivent, des relances nationales par les États membres, avec des stratégies divergentes pour limiter le poids des chocs pétroliers. Le nucléaire dans à peu près tous les pays, à peu près tous les pays européens avaient, au début des années 1970, et accéléré avec le choc pétrolier, un programme nucléaire. C'est aussi bien le Danemark, le Luxembourg, l'Allemagne bien sûr, la France évidemment. Seule la France l'a à peu près mené à bien, d'où les déséquilibres qui ont été évoqués, mais les autres pays européens, les autres États membres avaient le même type de programme. Et je voudrais juste, par rapport à ça, terminer sur rebondir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure par rapport au gaz russe. En fait, le gaz russe, lorsqu'il est négocié à la fin des années 1970 et lorsque les raccordements sont effectués au début des années 1980, il est considéré comme un progrès de souveraineté européenne, permettant de limiter la part du pétrole venant du Moyen-Orient. Et donc, ce qui crée bien sûr une forme de dépendance, et après c'est la massification, mais le recours au gaz dans les années 1980 permet de réduire la dépendance au marché pétrolier et géopolitiquement au Moyen-Orient. Donc on voit bien quand même que la même énergie peut avoir des sens différents évidemment en fonction des contextes, et que l'Europe en fait a très tôt une vision et largement partagée, mais structurelle de ces déficits, de ces dépendances, et que les crises, c'est vrai des chocs pétroliers, c'est vrai de la crise ukrainienne, permettent en quelque sorte d'accélérer parfois des prises de décision, parfois des dispositifs, non sans parfois certains chaos. Et donc la gouvernance actuelle européenne, c'est l'héritage finalement de toutes ces années-là. Aujourd'hui, quel est votre regard sur la situation de la gouvernance énergétique ? Oui, parce qu'en fait, il y a un vrai changement qui a été évoqué par les trois autres intervenants, c'est qu'aujourd'hui, les rapports entre énergie et climat sont posés, et transition énergétique au sens large, sont posés en tant que tels depuis une vingtaine d'années. Alors, ça a commencé dans les années 80, mais c'est officiel et structurel dans les institutions européennes depuis une vingtaine d'années. Là où auparavant, on raisonnait, j'ai
en termes de modèle de société, en termes d'économie collective, en termes de souveraineté déjà, certes, mais pas véritablement en termes de climat et de transition écologique comme on peut l'appeler aujourd'hui. Donc, il y a pour moi une vraie différence de ce point de vue-là, avec peut-être par rapport aux questions énergétiques, une dérive ou une tentation de placer dans l'énergie absolument tout le modèle social, le lien social, la précarité, et ça en fait partie, mais aussi les questions de santé, et on l'a vu dans les titres de certains des intervenants de la première table ronde, mais aussi le rôle de l'État, mais aussi celui des collectivités, mais aussi celui des impôts, et finalement faire de l'énergie cette sorte de boîte magique, mais incontrôlable, en plaçant entre guillemets trop de choses dedans. Et ça, c'est aussi un produit effectivement de cette histoire européenne où on a fait de l'énergie un des symboles de ce qu'est une politique européenne, en voulant tout mettre dedans. Voilà. Oui, Ronan Dantec, voilà. Comment est-ce que se dépatouille de tout ça, de cette vision, de cet héritage finalement aujourd'hui pour à la fois avoir ce cap européen et ces politiques nationales qui s'emboîtent? Alors, il n'échappera à personne, je ne suis pas au pouvoir. Donc, un peu quand même. Ah non, pas du tout. Hein. Alors, pas du tout. Hein. C'est désespérant. Oui. Non, mais je voulais vraiment rebondir sur ce qui vient d'être dit, qui me semble absolument essentiel. Et il y a deux solutions, effectivement. Soit on dit, oh là là, on arrête de faire porter à l'énergie la question de tous les malheurs du monde et de tous les malheurs de l'Europe, soit c'est l'inverse. Et moi, je ne suis pas loin de penser l'inverse. C'est-à-dire, est-ce que vous avez en tête la couverture de dimanche dernier du JDD qui, donc, on voit bien comment l'extrême droite financée par Bolloré fait aujourd'hui de l'énergie un de ces grands leviers de conquête du pouvoir et qu'on ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Et que pour les assises de l'énergie de l'année prochaine, pour cette année c'est un peu tard, mais je pense qu'il faut quand même un vrai atelier, une vraie plénière sur énergie et populisme. C'est-à-dire que là, pour l'instant, dans notre entre-soi à nous, parce que là je pense que j'ai un certain nombre de copains dans la salle, on est quand même en train de passer à travers l'offensive qui est en face de nous, qui est fondée sur un certain nombre de contre-vérités, et notamment la contre-vérité du coût des énergies renouvelables, sauf que, et c'est là que la France est un problème, à l'échelle européenne, la France est un vrai problème sur l'énergie. C'est-à-dire que notre débat franco-français qu'on adore sur la place du nucléaire et des renouvelables devient un élément de déstabilisation européen. Je crois que ça vient d'être dit. Et que donc, il faut que nous, on arrête de jouer avec le feu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revienne dans le sens du compromis, sauf que la machine populiste est en route, s'appuie sur nos choix énergétiques, que ce soit sur les ZFE. Les ZFE, c'est quand même pas rien dans le débat politique français aujourd'hui, au point qu'une partie de la gauche a voté avec l'extrême droite pour les envoyer balader. Parce que, et c'est là qu'on peut être légèrement critique, mais un tout petit peu, des choix de planification faits par l'État ces dernières années, qui est qu'à partir du moment où on a avancé sur les ZFE, sans financer massivement, mais quand je dis massivement, c'est très cher, hein, de l'ordre de 10 à 20 milliards par an à la louche, la sortie du véhicule thermique pour les classes moyennes, et je ne parle pas des plus précaires, on a, je pense, une erreur politique majeure aujourd'hui à gauche, qui est de raisonner entre gens installés qui ont les moyens des grandes villes et plus précaires, et qu'on a des classes moyennes en périurbain qui, elles, ont pris à plein la crise énergétique, prennent à plein les ZFE avec le sentiment que non seulement par l'augmentation du prix de l'immobilier, les bobos les ont virés des villes, mais en plus maintenant veulent les empêcher de re-rentrer dans les villes. Et c'est un désastre politique. C'est un désastre politique. Or, notre priorité, tous les gens qui sont ici sont convaincus de l'enjeu de la transition et généralement convaincus que cet enjeu de transition passe par le renouvelable principalement. Si les populistes continuent de gagner des parts de marché en Europe, tout cela s'écroule. Ce qui veut dire que notre priorité en tant qu'acteur de l'énergie,
c'est de faire qu'ils n'arrivent pas au pouvoir. Donc de bien regarder par où ils viennent aujourd'hui. Et que moi, je pense que sur les ZFE, à partir du moment où on n'a pas financé massivement la sortie du parc thermique, et c'est très très cher de financer des voitures à 30 000 balles pour que les petites classes moyennes y aient accès. C'est très très cher. C'est très cher les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, c'est inaccessible aujourd'hui pour les petites classes moyennes, alors que c'est elles qui en auraient le plus besoin. Et la rénovation énergétique aussi, c'est quand même oui, important. Mais du coup, à chaque fois, c'est un ticket à 10 milliards. Bah oui. 10 plus 10 plus 10. Ça veut dire qu'on n'y arrive pas Il dans faut un trouver, système comme le d'orthodoxie. disait, je ne sais plus, Oui. Non, mais voilà, des nouveaux moyens de financement aussi. Le vrai débat, c'est est-ce que c'est une priorité, cette transition énergétique? Donc, on fait du déficit, donc on fait de la dette. Et on fait de la dette qui est payée, c'est ce qu'a dit Antoine, à terme, par le fait que ça baisse massivement notre facture énergétique. Ce que je dis là, je n'ai pas l'impression d'inventer le fil à couper le beurre, mais ça ne structure pas le débat politique aujourd'hui. Et c'est compliqué aussi, il faut bien le dire, de faire le tri entre les différentes priorités, entre le soutien aussi de la compétitivité européenne, de l'industrie européenne, de l'adaptation au changement climatique. Enfin voilà, à un moment, il faut faire des choix. Mais il faut faire des choix, Antoine Peignon. En réaction, je pense que il y a un point très important. Ce populisme, il est réel, il est présent, on le voit sous nos yeux et ça fait un backlash très fort. Pour moi, le populisme, alors il est conjoncturellement très fort sur ce sujet de position ENR nucléaire, mais en réalité, il est beaucoup plus présent sur tous ces sujets de l'usage de l'énergie, des mutations du quotidien. Tu as parlé de la voiture, tu as parlé de la rénovation des maisons, mais c'est vrai pour les agriculteurs, c'est vrai aussi pour les PME qui du coup se disent mais comment je vais faire pour me décarboner, etc. Et derrière, je pense qu'il faut être super clair pour éviter de tomber dans cet écueil du populisme sur le fait que tout ne se fait pas du jour au lendemain, qu'il y a une forme de proportionnalité et de progressivité qui est nécessaire. Les travaux de planification, tu les challengeais tout à l'heure, cher Ronan. Ils disent pour dire que Louise, le dessin, c'est Louise Plantin qui est avec nous. Et que je salue, du coup, et que je remercie, c'est très beau. C'est à peu près 3% des gens qui doivent changer profondément chaque année pour qu'on puisse y arriver, parce que les 3% s'additionnant, et puis les gens, c'est que 25% de l'effort, 75% des baisses, c'est les entreprises et les pouvoirs publics. Et donc, on a, je pense, été dans notre discours, et je pense que je nous prends tous dans la salle au même titre, trop ambigu sur ce côté de l'ambition veut dire qu'il faut faire tout de suite, tout le temps, enfin en même temps. Et je pense que ça a créé un sentiment de lapin dans les phares et de crispation de la société extrêmement profond, qui du coup explique une partie, enfin qui est le terreau des populismes actuellement. Mais comment et lutter retrouver contre cette proportionnalité, du coup, je pense qu'il y a trois choses. La première, c'est que ça passe par du très concret sur les mobilités, l'habitat, etc. Et que ça, en vrai, c'est surtout de la politique locale et moins de la politique européenne. La politique européenne, elle apporte des outils, elle apporte des choses, etc. Le leasing social, ça en fait partie. Enfin, je veux dire, ça en fait partie, mais pour que ça marche bien, et ça, on le voit par ailleurs avec typiquement les ZFE. Et puis, ZFE, juste à la base, le calendrier des ZFE était celui que les métropoles concernées avaient donné à l'État. Les métropoles les avaient dit, moi, chacune, vous reprenez l'historique des déclarations de chacun. Au bout de X années, j'aurais sorti les véhicules Euro 4, Euro 5, etc. Et du coup, on avait pris un pied de pilote en disant, ils seront peut-être en retard, on met 2 ans de plus. Et c'est ça qui était passé dans la loi. Donc c'était issu du local. Par contre, la vérité, c'est qu'en fait, c'était des promesses qui étaient probablement un peu trop optimistes. Et la réalité, c'est que le dispositif, il aurait dû continuer à s'adapter à la réalité de terrain pour accompagner progressivement les gens. Et donc, ces politiques locales, elles sont essentielles. Et pour ça, les élections municipales à venir, ça va être un moment clé pour retrouver cette dynamique locale. Deuxième sujet, le prix de l'énergie. C'est-à-dire que vous avez parlé du coup des problèmes de volume, et donc du coup, l'Europe est au rendez-vous. Par contre, je pense que l'Europe n'est pas au rendez-vous aujourd'hui sur la question du prix de l'énergie. Pour être très concret, c'est-à-dire que moi, je suis tout à fait favorable au marché de gros et qu'il fonctionne normalement, etc. Par contre, on doit pouvoir beaucoup plus réguler le prix de détail de l'énergie de façon à sécuriser. En France, quand même, oui, mais c'est très compliqué. Ça suppose, c'est encore imparfait probablement, et surtout, ça suppose des combats, on peut le dire, je pense, entre le niveau français et le niveau européen récurrent sur ce sujet-là. Et ça, du coup, il faut arriver à en sortir. Et puis le troisième sujet, celui que Ronan a largement développé, auquel je souscris totalement, qui est le sujet du financement. Quand on s'est posé la question, alors ce n'est pas des données qu'on a rendues publiques, qu'on a la planification, c'est quel est l'investissement sous-jacent public, notamment pour arriver à dérouler la trajectoire. En cumulé sur les prochaines années, c'est 200 milliards d'argent public.
c'est 200 milliards d'argent public, à un moment donné, c'est de l'investissement, et j'en suis convaincu, parce que c'est adossé à une amélioration de la balance commerciale dès 2030 de 20 à 40 milliards par an. Donc quand on regarde les ordres de grandeur, on se dit tout ça n'est pas déconnant. Et pour autant, c'est quand même monstrueux dans le débat actuel sur la stabilité économique et donc du coup, et aussi les normes européennes à ce sujet. Elles ne viennent pas non plus de... Voilà. Et donc ça, local sur les usages, régulation du prix de détail, même en laissant vivre le marché de gros, et les sujets de financement et du coup d'arriver à avoir des outils qui ne sont pas uniquement des outils de marché de capitaux, parce que le sujet, là où il y a de la rentabilité, il n'y a aucun problème pour trouver des investisseurs, je le vois dans mes fonctions actuelles. Par contre, le sujet, c'est quand il n'y a pas d'équilibre économique, il faut un complément, et ça va coûter de l'argent. Et c'est le cas des réseaux électriques, notamment pour maintenir la stabilité du système, parce qu'on peut continuer à investir dans les énergies renouvelables, il faut quand même préserver le système électrique dans son ensemble. Enfin, bon, et donc là, il y a une vision aussi européenne de solidarité. Vous souhaitiez aborder Ronan Dantec, je vous vois me regarder avec des yeux. Effectivement, il y a des choses rentables et puis il y a des choses qu'il faut quand même faire parce que sinon, ça ne fonctionnera pas non plus. Oui, non, mais quand même. Ça y est, ne maltraitez pas notre micro. Non, mais vous avez raison. Mais finalement, la question, c'est pas révolutionner le système énergétique européen. C'est la gouvernance. Oui, mais c'est un sujet secondaire. Et je suis d'accord avec Antoine, mais il n'a pas gagné les arbitrages. C'est-à-dire il faut faire de la dette maintenant, pas demain. Parce que Antoine est un garçon raisonnable. Mais quand on dit 3%, voilà, on va dire, on amène 3% de la population, je schématise, mais à peu près ça, chaque année, et à la fin, on a le résultat. Sauf que les vrais gens qui ont besoin de racheter une voiture ou un système énergétique, ils en ont besoin maintenant et ils ne peuvent pas l'entendre. C'est-à-dire que, et c'est le problème qu'on a eu sur leasing et qu'on a sur plein de trucs, c'est-à-dire qu'il faut dire maintenant à tous, on vous accompagne maintenant. Et ça veut dire qu'il y en a peut-être 10%, 15% qui vont avoir envie d'une pompe à chaleur maintenant, d'une voiture électrique et qu'il faut accompagner maintenant. Et donc, il faut accompagner maintenant, quitte à dire, on va se refaire à 10 ans parce que effectivement, on aura moins de dépenses en commerce extérieur. Si on ne fait pas ça, maintenant, et ça doit être un des sujets évidemment de la prochaine présidentielle, alors les populistes vont gagner puisqu'en plus ils surfent sur un mensonge français ancien qui est que les renouvelables c'est plus cher. Alors, il y a peut-être quelques-uns dans les partenaires de ces assises qui ont même participé de donner des arguments à cela et c'est réutilisé par ailleurs. Mais on sait que ce n'est pas vrai et on sait même que... Parce qu'on a d'autres problèmes. Si demain, les Espagnols nous vendent du mégawattheure à 35 ou 40 euros, comment on va vendre notre mégawattheure à 100 euros? Cette question, elle est aussi sur la table. C'est-à-dire, et on revient sur ce qui a été dit précédemment, sur le fait que, comme le système n'est pas articulé au niveau européen, on a aussi des crises à l'échelle des grandes entreprises françaises qui sont encore potentiellement devant nous. Donc on a tout ça qui est sur la table, et je pense qu'on n'a pas de stratégie à la hauteur de l'ensemble de toutes ces questions. Adina Revol, ensuite Yves Bouvier, et j'aimerais bien essayer de prendre une ou deux questions dans la salle si on y arrive. Non, je voulais juste revenir sur l'énergie populiste. Vous avez tout à fait raison. C'est un sujet majeur. Ça fait 5 ans que c'est devenu un sujet de populisme. Dès l'instant où ça devient un bien commun, et c'est le thème de ces assises, mais ça a toujours été un bien commun, en fait, l'énergie. Parce que c'est pour ça que ça a été toujours aussi difficile, l'énergie, parce que c'est un bien commun, mais c'est aussi un bien stratégique. Donc, les gouvernements, ça a été dit, pendant longtemps, n'ont pas voulu déléguer de compétences ou de gouvernance au niveau de l'Union européenne parce que, voilà, ils pensaient toujours à très court terme, à 2 ans, aux prochaines élections, et ils ne voulaient pas justement articuler une planification pensée à l'échelle européenne. Et puis il y avait la question de la solidarité. On n'a pas toujours été très solidaires entre États, donc finalement c'est assez nouveau. Donc en fait, ce que je voulais dire par rapport au populisme, c'est que ce qui est inquiétant, c'est que ça ne vient pas que de l'extrême droite. Moi, je me rappelle que Bruno Le Maire avait dit, c'était le premier
qui a été le plus farouche critique du marché européen, qu'il a critiqué d'aberrant. Et ça a été un coup très dur pour l'image de l'Europe de la part d'un ministre pro-européen. Et ça a été donc l'image de ce marché européen. C'est devenu maintenant en fait, chaque fois qu'on critique le marché européen, on fait un service à Poutine, pour être très clair, puisque Poutine veut qu'on soit désunis. Donc il faut qu'on reste unis. Ce marché est loin d'être intégré. Et d'ailleurs, je rappelle que c'est un projet qui a été lancé par Jacques Delors lorsqu'il a été président de la Commission européenne. On est très loin pour l'énergie dans la finalisation de ce marché. Enrico Letta vient de sortir un rapport, Mario Draghi en parle dans un rapport qui vient de sortir également. Dans le domaine de l'énergie, on est encore loin. On a fait d'énormes progrès. Même si on est encore loin de l'intégration totale, on a quand même le marché le plus intégré au monde, plus intégré que le marché américain. Donc c'est quand même quelque chose d'important, mais on a encore d'importants projets à faire. Alors des estimations récentes de la Commission montrent que si on arrive à plus d'intégration, les prix finaux de l'énergie en Europe peuvent baisser de 30%. Alors je sais que ça peut paraître technique, mais si on interconnecte mieux nos pays déjà, on arrive à mieux optimiser les coûts. Vous parlez tout à l'heure d'interconnexion. La France et l'Espagne, ça a été un problème majeur d'interconnexion. Je sais parce que j'y ai travaillé dessus. Donc là, il y a un projet qui est en construction pour l'électricité justement, mais par exemple sur le gaz, ça n'a toujours pas été possible. Et en 2022, ça aurait été utile justement. Je crois qu'il y a des grands corridors hydrogène aussi qui se mettent en place. Donc maintenant c'est un corridor hydrogène, mais voilà, à l'horizon 2030, voire plus tard, ce n'est pas le sujet. Mais je voulais finir sur la question du populisme, en fait. Il y a une question essentielle, c'est la taxation de l'énergie, parce qu'on parle du prix de l'énergie, mais en fait, il y a le coût final de l'énergie. Et aujourd'hui, un peu partout en Europe, on a le prix de la source de l'énergie, c'est 30% à peu près du coût final. Après, on a la taxation, on a 30%, 30 à 40%, et puis le reste, c'est le coût du réseau, parce que le réseau... Enfin, c'est mutualisation du coût de construction du réseau, donc on participe en tant que consommateur. Oui, sans réseau, il n'y a pas d'électricité. Sans réseau, il n'y a pas d'électricité ou de gaz, voilà, ou d'hydrogène à l'avenir. Mais aujourd'hui, en fait, on a un sujet majeur sur la taxation, parce que si vous regardez nos grands compétiteurs, parce qu'on parle de la compétitivité, la Chine subventionne massivement, et ils ont aussi une avance en termes d'innovation. Les Américains n'ont pas de TVA. Et puis, ils ne taxent pas. Et il se trouve que, par exemple, en France, on taxe aujourd'hui plus plus l'électricité que le gaz. Donc, quel signal on veut envoyer? Et puis, je vous dis très franchement, en tant que consommatrice d'énergie, ma facture est très importante. Et quand je regarde les coûts, en fait, on a les Linky, les compteurs intelligents, mais derrière, en fait, on n'a pas une vraie possibilité de s'adapter, parce que la dynamique du marché aujourd'hui, le marché français reste un marché quand même très peu concurrentiel. Et c'est ça le sujet, en fait. Il faut accepter la concurrence. Et je sais qu'en France, c'est un sujet qui ne parle pas. On n'aime pas la concurrence, on n'aime pas la libéralisation. C'est quelque chose qui ne parle pas. Mais il faut l'accepter, parce que, regardez, un exemple qui a bien fonctionné, c'est l'aérien. Aujourd'hui, on prend un billet d'avion pour 50 € pour aller n'importe où dans l'Europe. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, du coup, mais bon. En fait, si vous voulez, on parle... Aujourd'hui, je veux dire, il y a une démocratisation de l'aérien, alors qu'avant, c'était un projet de luxe. Et donc, aujourd'hui, en fait, le projet, c'était le projet Open Sky. Et le projet Open Energy, en fait, il n'est pas achevé, parce que, justement, on a des résistances nationales et que des entreprises qui étaient avant en position dominante n'acceptent pas la concurrence. Et c'est quelque chose qu'il faut intégrer si on veut rester compétitif dans le monde. Et EDF, parce que je ne veux pas le citer, mais l'EDF, c'est le premier exportateur d'électricité en Europe. Mais comme il n'est pas à la table ronde, du coup... Voilà, mais EDF, je veux dire, le marché européen, c'est une excellente opportunité pour EDF. Et EDF et d'autres entreprises françaises sont installées sur d'autres marchés européens. J'aimerais passer la parole quand même à Yves Bouvier et à Ronan Dantec, et ensuite, et Antoine Pellion s'il le souhaite, mais j'aimerais aussi vous passer la parole dans la salle. Yves Bouvier. Deux petites choses. La première, c'est effectivement sur la façon dont s'est mis en place cette régulation européenne autour d'un marché en concurrence au niveau de l'énergie. À deux pas d'ici, quand même, au Parlement, donc la première directive de dérégulation, 1996, c'est une directive coécrite
par le Conseil européen et le Parlement européen. C'est l'une des premières applications du traité de Maastricht, donc avec des représentants au Parlement, et notamment Claude Desamas, qui était bourgmestre en Belgique de Verviers, apparenté au groupe socialiste, et qui défend, dans le cadre d'une déréglementation, le droit à l'énergie, la dimension sociale de l'énergie, qui a été par la suite largement abandonnée dans les deuxième, troisième paquets de dérégulation. C'est-à-dire que dans la démarche d'un marché unique de l'énergie, au départ, il y a quand même cette idée que l'énergie n'est pas tout à fait un bien comme les autres, et notamment, par exemple, pas comme du transport aérien, en fait. Et par la suite, en revanche, on est entré un petit peu dans cette logique-là. Autour de la concurrence. Juste pour répondre sur la concurrence, des entreprises comme EDF, dès les années 1980, même fin des années 70, ils travaillent avec la Commission européenne en faveur de la dérégulation. Pourquoi? Parce que pour EDF, entreprise publique encore à l'époque, l'avantage d'une régulation européenne, c'est de conduire à une minimisation du poids du ministère de tutelle. Donc, augmenter leur forme d'autonomie stratégique d'entreprises, y compris d'entreprises publiques, pourquoi pas, mais grâce à une échelle européenne qui permettrait comme ça de diminuer le poids administratif. Donc ça, c'était sur ces histoires quand même de dérégulation et de concurrence. Effectivement, les promesses de la concurrence ne se retrouvent pas dans les porte-monnaies des consommateurs aujourd'hui. Et c'est un point extrêmement important. Et ça me ramène justement au second point qui était la question des populismes et par rapport aux énergies renouvelables. C'est que j'ai aussi l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de rejouer ce qui s'est passé il y a 50 ans pour le nucléaire à l'échelle européenne. C'est-à-dire que les oppositions aux énergies renouvelables très localisées, dans des rapports ville-campagne, dans des rapports classe populaire par rapport à des élites, tout ce que l'on veut comme grille d'interprétation, l'utilisation politicienne qui en est faite, on retrouve aussi beaucoup de similitudes avec les débats du nucléaire, et notamment sur, ça a été évoqué dans la première table ronde, qu'est-ce que ça apporte aux gens concrètement d'avoir ces énergies renouvelables, notamment à côté de chez eux. Eh bien, dans les années 1970, lorsqu'on implantait des centrales nucléaires, volonté publique, vision stratégique, les collectivités locales, et les élus, les consommateurs ont demandé à avoir des prix réduits de l'électricité puisqu'ils avaient une centrale nucléaire à côté de chez eux. Aujourd'hui, c'est sensiblement le même type d'argument qui existe parfois. Ça a été refusé. Alors, ça a été de grands débats, ça a été finalement refusé. Et aujourd'hui, on a quand même cette vision d'une transition énergétique avec toutes les qualités qu'on reconnaît, mais qui s'impose parfois au territoire, qui viendrait de l'Europe. Et c'est, je pense, tout l'enjeu de ces assises et ce qui a été évoqué, c'est-à-dire finalement comment faire en sorte que les territoires soient les porteurs de tout cela, ce qui est en pratique à peu près le cas déjà, dans un cadre européen qui en assure le financement. Et Antoine Pellon, c'est tout l'objet aussi des COP territoriales, pour donner le sens aussi au niveau des territoires de toutes ces politiques européennes, pour rappeler l'intérêt commun aussi. Absolument. Et je pense que là, toutes ces démarches, en fait, on va redonner du sens que si on parle de leviers concrets, encore une fois, la voiture, la rénovation, etc., et que ces leviers, on est capable de toucher du doigt ce que ça veut dire localement à côté de chez moi et de faire le lien avec quelle est la contribution à la maille nationale, européenne, etc. Et donc la COP permet de faire ça. Elle doit être déclinée plus finement, je pense à l'échelle territoriale plus fine, et c'est très structurant. Et d'un mot, je voulais quand même dire que la concurrence sur le commerce de l'énergie, elle existe. Je pense que le gros enjeu, c'est de se dire, est-ce que le marché pur peut permettre de donner des orientations sur l'évolution de nos investissements, de nos mix, etc. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a besoin d'une planification et d'une délibération de façon à pouvoir y arriver. Et je termine aussi en soulignant que quasiment la moitié de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, c'est de la chaleur. La chaleur, par construction, c'est un truc très local. Et donc de ce fait, et ça sera d'autant plus local que demain on cherche à sortir des énergies fossiles et donc du gaz fossile, etc. Et que ça suppose du coup, c'est bâti sur des projets de territoire, ça suppose de changer aussi de prisme sur quelles sont les ressources locales que je valorise. Et attention à la biomasse, enfin aux ressources. La biomasse, mais je pense aussi à l'économie circulaire, aux déchets, etc. Et c'est beaucoup moins un sujet de marché intégré que ça n'a pu l'être au moment de la construction européenne de ses débuts. Ça va la rester pour l'électricité et ça va être très important. Sur toutes ces ressources locales, ça l'est moins. Et là, moi, je crois beaucoup à la délibération collective, à la construction d'un projet de territoire. Et là, on est en plein dedans avec ces assises. Je vais essayer de mettre un peu de... Alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, je vois deux mains qui se lèvent. Donc, si on a un micro disponible dans la salle, sinon, moi, j'y vais. Ah oui, on se connaît.
Merci, bonjour à toutes et tous. Yves Marignac de Négawatt. Ravi de vous avoir entendu sur un sujet qui est évidemment fondamental aujourd'hui. Nous, on travaille de plus en plus à l'échelle européenne et on travaille à essayer d'installer le sujet de la sobriété, qui nous semble fondamental, y compris parce qu'il est à la croisée de la réponse à toutes les crises. La crise de souveraineté, évidemment la crise climatique, mais aussi la crise de compétitivité, parce que je vois Ronan qui fait non, mais je pense que oui. Parce qu'on a besoin justement de transformer nos modèles économiques, et la manière dont on n'a pas transformé le modèle économique de la construction automobile en passant à l'électrique est, je crois, un contre-exemple justement de ce qu'il ne faut pas faire. Et on a du mal à installer ce narratif à l'échelle européenne parce qu'il y a toujours quelque part la croyance dans une économie qui reste en croissance, qui reste en abondance. Et c'est là-dessus que je voudrais faire porter ma question parce que je suis très sensible au sujet du populisme et effectivement de la manière dont il se nourrit du fait que peut-être les politiques plus progressistes n'assument pas suffisamment un discours de transformation. Et je pense que la manière dont le en même temps du nucléaire, des renouvelables, de l'électrification, etc. a été posé, effectivement, dans une vision d'abondance décarbonée à long terme, a peut-être participé de cet effet lapin dans les phares qu'Antoine Pellion évoquait. Et voilà, je voudrais voir comment vous réagissez à ça et si vous partagez ce constat, comment on fait pour que la sobriété soit mieux reconnue dans la gouvernance européenne, nationale et bien sûr dans les territoires. Merci. Ronan Dantec ? Oui. Quitte à perdre la salle. Ah non, c'est pas l'heure. Je pense qu'on est obligé de hiérarchiser autrement maintenant. Évidemment, avec Yves, on est globalement d'accord, c'est pas le débat. Notre débat, il est un débat politique sur où sont nos priorités et qu'est-ce qu'on veut éviter d'abord. Ce qu'on veut éviter d'abord, je le dis de manière assez solennelle, c'est la victoire de l'extrême droite en France, en Europe. Or, l'extrême droite a vu nos failles, les a bien analysées et est totalement à la manœuvre et on a une offensive. Face à cette offensive, on ne peut répondre que sur les sujets que l'extrême droite a mis sur la table. Si on, de manière intellectuelle, et c'est juste sur le fond, hein, si de manière intellectuelle, on se dit non, on décentre et on retourne ailleurs, on perd. Moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que face à une extrême droite qui dit sur votre pouvoir d'achat, aujourd'hui, les écolos vous ont planté, c'est leur faute. Ce qui est faux, évidemment, mais bon, je caricature à peine. C'est comme ça qu'ils font. Vous avez plus droit de rentrer dans les villes parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter un véhicule électrique. Vous n'avez même pas accès à ma prime rénov'. Et Elisabeth Borne s'est vraiment plantée quand Antoine était là. Quand on a privilégié en fait tous les dispositifs vers les déciles les plus précaires, alors que notre priorité absolue, c'est les petites classes moyennes. C'est les petites classes moyennes. Moi, on discute avec l'État. Par exemple, moi, je prends toujours le même exemple, qui était, à un moment, on avait des classes moyennes qui avaient même les moyens de leur rénovation, mais qui, comme l'argent n'était pas cher, s'étaient montés au maximum de leur taux d'endettement, donc c'était fini. Donc il fallait leur péter leur taux d'endettement. Ça, c'était une mesure extrêmement importante. Bercy n'a jamais suivi. Si je vous fais la liste de tous les sujets sur lesquels Bercy n'a jamais suivi, on n'est pas sorti. Mais du coup, moi, je suis pour un discours simplifié, extrêmement simplifié, sur on va vous payer votre pompe à chaleur, on va vous payer votre véhicule électrique, et on parlera de sobriété après. On parlera de sobriété après. C'est-à-dire, on ne vous parle pas de sobriété tant qu'on ne vous a pas financé vos outils socles de transition. Ce n'est pas un désaccord fondamental, évidemment, avec Négawatt, mais c'est une question de priorité dans le narratif politique. Et moi, je suis évidemment extrêmement inquiet. C'est pour ça que je suis aussi ravi de participer au débat ici aux Assises, qui se prolongera au-delà de cette table ronde, qui est que si on ne répond pas sur les urgences et sur le terrain sur lequel on a été envoyé, et on est un peu coincé maintenant,
on va perdre. Donc, la sobriété, de fait, elle a pas mal fonctionné ces derniers temps, y compris à cause du prix. Mais du coup, les gens se sont aperçus qu'ils n'avaient pas besoin d'une clim à 18 degrés et d'un chauffage à 22. Donc, on a gagné certains trucs sur la sobriété et tout montre qu'on n'y revient pas. Du coup, d'ailleurs, les prévisions de RTE sont fausses et on a des prix négatifs de l'électricité. Ce qui veut dire que je suis aussi en désaccord, et je finis là-dessus, en désaccord complet. Oui, je suis un peu trop long, je m'excuse. Il faut sortir de l'idée du marché qui, par la concurrence, va fonctionner au mieux. Ça ne marche plus au niveau mondial, il n'y a pas de raison que ça marche au niveau européen. Donc l'Union européenne, ce qu'on lui demande, c'est de sortir de ce dogme-là. Donc moi, j'étais en désaccord profond avec ce que vous avez dit. Et de toute manière, sur l'énergie, il y a énormément d'interventions des États et de l'argent public. Donc c'est un compromis entre la concurrence et l'action publique. Et il faut aussi en finir avec la concurrence. Ça fait qu'on est en retard sur des barrages et des steppes qui auraient un rôle de stockage. Donc il faut savoir aussi sortir de la concurrence aujourd'hui. Ça ne marche plus. Mais voilà, mais en tout cas, la sobriété, oui, mais à condition qu'on ait d'abord financé massivement les outils socles. Il ne faut pas que la sobriété soit subie non plus. Antoine Peillon, est-ce que vous voulez... Et puis après, vous... Alors. Très très vite, mais juste pour dire, parce que Ronan m'a interpellé directement sur les sujets avec Elisabeth Borne, sur la prime Rénov', etc. La prime Rénov', ça aide tous les ménages, incluant les déciles 5, 6, 7, 8, et ça les aide quand même beaucoup. Donc, ça n'a pas exclu les classes moyennes, et ça a été un point important, du coup, de la réforme du dispositif, et j'insiste là-dessus. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Ronan, les chiffres, mais on pourra en débattre, du coup, mais les chiffres le prouvent. Et juste pour dire que, autant je souscris au fait de se dire qu'il faut de l'investissement public massif pour accompagner cette transition, je pense que par contre, le fait de se dire on vous paye tout à tout le monde, juste pour le coup, on sait vraiment pas se le payer du tout. Il y a quand même, je reviens quand même sur deux choses. Je pense qu'il y a un sujet de les ménages les plus aisés doivent contribuer le plus en nature à la transition. Et donc de ce fait, s'il y a des normes et des contraintes, elles doivent être ciblées sur cette population-là qui peuvent se le payer. Et aujourd'hui, ça, on ne l'a pas assumé jusqu'au bout. Et deux, on a besoin de cette proportionnalité que j'évoquais, c'est-à-dire autant il faut que tous les ménages qui ont envie de s'engager puissent le faire et soient accompagnés, même les plus modestes, même la classe moyenne, etc. Par contre, cette proportionnalité de 3% par an conduit à dire qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'imposer à toute la population française de contraindre les plus modestes et les classes moyennes qui ne voudraient pas d'eux-mêmes s'engager à aller très très vite. Parce que du coup, on met le poids aussi en parallèle, on met de la contrainte sur l'entreprise, sur le pouvoir public, qui fait qu'à la fin, la décarbonation, on arrive à avoir no moins 55% en 2030 comme ça. Il nous reste 3 minutes, donc je passe la parole à monsieur, mais vraiment rapidement. Hein. Jolivet Thierry, je suis élu à Chalette-sur-Loing et je suis aussi au réseau Sortir de nucléaire. Il y a une chose qu'on oublie complètement, c'est que l'Europe a donné de l'argent aux industriels, notamment aux industriels de l'automobile. La France a donné de l'argent aux industriels de l'automobile, ils n'ont pas fait leur travail. Ils ont continué jusqu'au dernier moment à continuer à faire du diesel, à faire rien, aucune recherche, aucun vraiment de travaux pour qu'on puisse avoir des voitures décarbonées. Quand on regarde le marché, là, on va acheter une voiture d'occasion, les petits modèles, on n'en trouve pas. On trouve que des gros modèles qui sont en train de pourrir. Et on a financé, au nom de l'écologie, des grosses bagnoles, même des grosses bagnoles électriques, qui vont pourrir. Donc c'est du gaspillage. Et il y a du gaspillage aussi bien chez les riches que chez les pauvres. Et ça, là-dessus, il faut y travailler. Pour ce qui est du transport aérien, le modèle Ryanair est quand même catastrophique pour ceux qui reçoivent Ryanair parce qu'il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent quand même des choses très chères. C'est un retour économique peut-être pour le pays, mais ce n'est pas non plus un modèle au niveau de la pollution. Alors c'est sûr, en matière de pollution, on est gâté. Là, on a du pétrole qui brûle à l'air libre un peu partout. Mais justement, et donc le problème, c'est qu'en France, on a détruit notre savoir-faire en solaire. Je veux dire, tout ce qui a été fait en solaire dans les années 70 a été racheté ou par Minatome, c'est le cas dans mon pays, où Minatome a racheté une entreprise qui faisait en autonomie des hôpitaux en Afrique. Et ils ont rien vendu en France. Mais ils ont été rachetés par Minatome
et ils ont été détruits en 6 mois. Donc il y a bien une responsabilité de la part des industriels et des politiques de l'État sur lesquels ils ont détruit systématiquement toute alternative. Merci beaucoup. Et ce sera, alors, sauf si vous voulez peut-être un message, oui, à Dina Revol, ça fait un moment qu'elle me redemande la parole, mais ce sera vraiment le mot de la fin à Dina, pas trop long. Si non, très court. Non, juste pour vous dire qu'on n'a pas beaucoup parlé de la prime Rénov' et de la précarité énergétique et de la dimension sociale. Ça a été financé par le plan de relance européen à 70%. Donc 70% de ma prime Rénov', justement, c'était jusqu'en 2026. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'est arrêté avant d'être repris. Donc ça montre en fait que l'Europe, c'est le marché, mais pas que le marché, justement, c'est pas que le dogme du marché, parce que c'était c'était ce que d'ailleurs ça avait prêché Jacques Delors, c'était le marché plus la solidarité, y compris en matière énergétique. Donc c'est un peu caricatural de dire que l'Europe c'est que le marché. Et le marché parfois c'est bien aussi. Voilà pour cette mise au point. Yves Bouvier aussi rapidement, un dernier mot. Juste par rapport à ça, effectivement, si l'idée c'est quand même de construire une Europe des citoyens, ce qui est quand même un peu la base depuis une quarantaine d'années, par rapport aux transitions énergétiques, c'est quand même bien, ça signifie bien que les transitions c'est pas seulement une politique publique, c'est quand même un état de la société. Et effectivement, ça peut être par le marché, ça peut être par d'autres actions, et notamment par le rôle des collectivités, des acteurs locaux, mais un état de la société, une société en transition, ce qui est l'une des caractéristiques quand même des sociétés européennes, d'être en transition, en crise permanente, certes, mais aussi en transition permanente. Merci, en anticipation des crises, c'est aussi bien. Merci beaucoup, un grand bravo à vous. Merci à tous les 4. Merci pour vos questions et puis votre écoute.